Il est des idées qui avancent masquées sous les traits de l'évidence. Elles se présentent avec le sourire tranquille de la raison, avec la douceur d'une promesse faite au nom du progrès, de la prospérité, de l'ouverture. La mondialisation heureuse fut de celle-là. On nous les décrivit comme un horizon sans ombre. L'abolition des frontières économiques devait rapprocher les peuples, fluidifier les échanges, enrichir les nations, apaiser les conflits et, par une sorte de bienveillance de l'histoire, faire converger les intérêts particuliers vers le bien commun universel. Le marché, devenu planétaire, devait être le grand tisserand d'une humanité réconciliée avec elle-même. Cette fable moderne avait ses prêtres, ses chiffres, ses temples et ses rites. Elle exaltait le mouvement, la vitesse, la circulation. Elle tenait l'enracinement comme une lourdeur ancienne, la prudence pour une timidité, la limite pour une archaïque superstition. Être moderne, c'était consentir à la grande dérive des capitaux, des marchandises, des images et des hommes, avec la conviction presque religieuse que de cette mobilité naîtrait plus de liberté. Le monde allait devenir un vaste espace lisse, sans aspérité, sans résistance, où chacun pourrait enfin trouver sa place dans la danse générale des échanges. Mais les mythes ont de ceci de particulier qu'ils séduisent d'abord par leur musique, avant de révéler parfois trop tard ce qu'ils contiennent de silence. La mondialisation heureuse fut moins une description du réel qu'une liturgie destinée à rendre désirable un ordre nouveau. Elle portait en elle une anthropologie implicite. L'homme n'y était plus d'abord un citoyen, un héritier, l'habitant d'un lieu, le gardien d'un monde commun. Il devenait un agent économique, flexible, mobile, interchangeable, invité à se penser lui-même comme une petite entreprise en quête d'optimisation. Marx déjà avait vu dans le Capital une puissance de dissolution extraordinaire, arrachant les traditions, décomposant les appartenantes, soumettons toute chose à la logique nue de l'échange. Et là où certains voyaient dans cette dynamique la promesse d'une émancipation, nous découvrons aujourd'hui son revers. La déliaison, l'épuisement, l'impuissance politique. Car le premier démenti infligé à cette promesse heureuse est d'ordre climatique. Le rêve d'un monde livré à la circulation illimitée se heurte à la finitude de la Terre. Nous avons voulu un univers sans distance, nous redécouvrons que chaque kilomètre a un poids, chaque cargaison une empreinte, chaque accélération un prix. Les océans sont devenus les veines du commerce global, et ce sang marchand charrie aussi du carbone, des pollutions invisibles, des destructions lentes. Le ciel lui-même, que les anciens contemplaient comme une voûte de permanence, se charge désormais des fumées de notre hubris. Nous avons cru abolir la géographie. C'est elle qui revient, souveraine et sévère, nous rappeler que l'atmosphère n'est pas un dépotoir métaphysique. Hans Jonas, dans le principe responsabilité, avertissait déjà que la puissance technicienne moderne imposait une éthique nouvelle, orientée vers la préservation des conditions mêmes de la vie. Or, la mondialisation heureuse a longtemps reposé sur l'inverse exact, une irresponsabilité diluée, fragmentée, rendue presque introuvable. Ici l'on conçoit, là on extrait, ailleurs on fabrique, plus loin on consomme, et nulle part on ne répond véritablement à l'ensemble. Le dommage est planétaire, mais la responsabilité se dissout dans la chaîne logistique comme un sucre dans un océan. Le système excelle à produire des profits localisables et des désastres sans adresse. Voilà le prodige, voilà le tour de magie. Le second démenti tient à la souveraineté politique. On avait promis des États plus efficaces, recentrés sur leurs missions essentielles, allégés du poids des vieilles protections jugées coûteuses et rigides. En réalité, beaucoup ont perdu la maîtrise des forces qu'ils prétendaient organiser. Les grandes entreprises transnationales sans véritable patrie, sinon leur bilan, déplacent les capitaux avec une aisance que les peuples ne possèdent pas pour déplacer leurs droits. Elles choisissent les territoires selon les avantages fiscaux, sociaux, réglementaires. Elles mettent les législations en concurrence, comme on compare des offres commerciales. Elles pratiquent une forme de nomadisme souverain, pendant que les États, eux, demeurent assignés à leurs frontières, à leur budget, à leurs obligations démocratiques. Ici se dévoile une dissymétrie redoutable. La puissance économique voyage plus vite que la volonté politique. Rousseau pensait la souveraineté comme l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire d'un peuple capable de se donner à lui-même ses lois. Mais que devient cette souveraineté lorsque la norme économique vient de partout et de nulle part ?
lorsque la décision stratégique se prend à des milliers de kilomètres des vies qu'elle affecte, lorsque l'emploi d'une région dépend d'arbitrages opaques effectués dans la lumière froide des tableaux Excel. Le citoyen vote, certes, mais il découvre parfois que son bulletin pèse moins lourd qu'un algorithme de rentabilité. Triste comédie. La démocratie délibère, la finance tranche. Cette dépossession est d'autant plus profonde qu'elle s'accompagne d'un nouvel imaginaire moral. On a présenté comme rationnelle et presque naturelle la quête incessante d'économie de salaire, la recherche du coût le plus bas, la délocalisation vers des zones où la main-d'œuvre est la plus docile, la moins protégée, la moins chère. Sous le langage anodin de la compétitivité se cache souvent une anthropologie de la réduction. L'homme y vaut d'abord par ce qu'il coûte. Son travail n'est plus une œuvre, ni même une contribution à la cité. Il devient une variable d'ajustement. Simone Veil avait perçu avec une intensité douloureuse ce que l'organisation industrielle peut infliger à l'âme lorsqu'elle transforme le travail en pure soumission à la nécessité mécanique. La mondialisation n'a pas inventé cette blessure, mais elle l'a étendue, rationalisée, mondialisée précisément. Il ne s'agit pas ici de céder à la nostalgie naïve d'un âge d'or national qui n'a jamais existé. Les nations aussi ont produit leur violence, leurs égoïsmes, leurs aveuglements. Les frontières n'ont pas toujours protégé, elles ont même parfois enfermé. Mais critiquer le mythe de la mondialisation heureuse, ce n'est pas célébrer le repli. C'est rappeler que l'ouverture n'est pas une valeur en soi lorsqu'elle n'est pas réglée par une exigence supérieure de justice, de responsabilité et de mesure. La société n'est pas plus libre parce qu'elle laisse tout circuler. Elle l'est lorsqu'elle sait distinguer ce qui peut être échangé de ce qui doit être protégé. Car tout ne peut devenir marchandise sans que quelque chose d'essentiel ne se perde. Polanyi l'avait montré avec force. Lorsque le travail, la terre, la monnaie sont traités comme de simples biens marchands, c'est la substance même de la société qui vacille. La terre n'est pas seulement une ressource, elle est le sol des vivants. Le travail n'est pas seulement un coût, il est du temps humain, de la fatigue, de l'espérance, de la dignité. Et la monnaie n'est pas seulement un instrument neutre, elle commande les rapports de pouvoir, les dépendances, les hiérarchies invisibles. Le marché laissé à lui-même n'engendre pas spontanément l'harmonie. Il produit aussi de la dévastation, puis il demande poliment qu'on admire son efficacité. Le mythe de la mondialisation heureuse n'a donc pas constitué à faire passer pour une loi de l'histoire ce qui relevait d'un choix politique, et pour une promesse universelle, ce qui fut souvent une redistribution asymétrique des avantages et des vulnérabilités. Il a chanté l'unité du monde tout en aggravant parfois sa fragmentation concrète. Il a promis l'abondance en laissant monter la précarité, l'angoisse écologique, la colère des peuples dépossédés. Il a voulu substituer à la vieille tragédie des nations un grand balai logistique. Mais la tragédie rusée, comme toujours, est revenue par d'autres portes. Incendie, migration contrainte, sentiment d'abandon démocratique, fatigue des corps et des paysages. Reste alors une question plus haute, presque spirituelle. Que voulons-nous faire du monde? Le considérer comme un entrepôt immense, une carte abstraite de flux et d'opportunités? Ou le reconnaître comme une demeure fragile, commune, irremplaçable? Heidegger opposait à la frénésie calculante une autre manière d'habiter la Terre. Sans reprendre toutes ces thèses, on peut entendre dans cette intuition un avertissement précieux. Une civilisation ne tient pas seulement par ses performances, mais sa capacité à ménager ce qui la dépasse. Il ne suffit pas de produire davantage. Il faut encore savoir ce qu'il convient de sauver. Le temps est peut-être venu de sortir des mythologies douces, non pour renoncer à l'universel, mais pour le réinscrire dans les limites du réel. Non pour fermer le monde, mais pour lui rendre un visage. Non pour abolir l'échange, mais pour le soumettre enfin à une exigence politique. La vraie sagesse n'est pas dans la circulation infinie, mais dans la juste mesure. Et la vraie modernité, loin des slogans lustrés, pourrait bien consister à redécouvrir cette vérité ancienne et sévère. Un monde sans limite n'est pas un monde libre. C'est le plus souvent un monde livré.